Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une autre particularité des personnes avec autisme et de choses qu'on peut vivre soit soi-même lorsqu'on est autiste ou avec des troubles du spectre autistique, soit que les familles peuvent vivre avec leurs enfants ou leurs grands jeunes. Donc il s'agit de l'appréhension du temps. Alors le temps c'est une grande question. En effet, avec le temps, je me suis rendu compte que notre fils n'avait pas du tout la notion du temps. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que lorsqu'il lit l'heure, déjà pour lui ça ne veut pas dire grand-chose. 13 h, 14 h, enfin ça ne voulait pas dire grand-chose, surtout quand il était plus jeune. Maintenant ça a évolué. Donc d'une part, il y a la lecture du temps, l'heure exactement, et d'autre part, il y a également l'appréhension de la durée. Donc il y a ces deux aspects-là dans le temps qui sont très complexes. Alors il faut savoir que le temps, c'est quelque chose de très compliqué pour les petits d'hommes, hein, pour tous les enfants déjà. Pour un enfant dit ordinaire qui n'a pas de trouble du spectre autistique ni de troubles d'apprentissage, la compréhension, le ressenti du temps, le repérage dans le temps, comme on dit dans les écoles pour les maîtresses, ça prend énormément de temps, c'est le cas de le dire. On peut considérer que les enfants commencent un petit peu à mieux ressentir le temps, à mieux comprendre l'organisation et le passage du temps, plutôt vers la fin de l'école élémentaire. Donc c'est-à-dire que bon, en CM2 en général, lorsqu'ils ont entre 9 et 10 ans, les enfants commencent à mieux comprendre le déroulement d'une journée, qu'une chose se passe après une autre. Les enfants demandent moins, par exemple en classe, ah c'est l'heure des papas, des mamans, dès qu'il y a une sonnerie, parce que c'est très très courant, par exemple en CP, que un enfant au moment de la récréation du matin prenne son sac en disant bon bah voilà c'est fini. Donc on voit déjà que la compréhension du temps est très complexe. On apprend à lire l'heure, on commence à l'aborder en CE1, donc quand les enfants ont à peu près 6-7 ans. On continue, on l'approfondit en CE2, donc quand ils ont 8-9 ans, et en général en CM1 ça commence à être à peu près, ils arrivent à lire l'heure, à comprendre comment ça marche, et encore pas pour tous parce que chaque enfant a son propre rythme, et donc il est possible encore que jusqu'au CM1, CM2, certains enfants aient des difficultés à lire l'heure, à comprendre le fonctionnement même de la lecture de l'heure. Donc voilà, je voulais déjà fixer ça, dire que ben, le temps c'est déjà compliqué, même pour nous d'ailleurs adultes, euh, on voit bien que on n'a pas toujours la même perception du passage du temps. Alors là, on va glisser plutôt vers des notions d'hypnose, puisque en hypnose, il existe des protocoles où on va travailler sur la distorsion du temps, c'est-à-dire la perception du temps, et permettre à l'inconscient de percevoir le temps plus rapidement ou plus lentement. Il y a des protocoles, par exemple, pour le traitement des migraines, où on va aider la personne à percevoir le temps de façon plus rapide pour mieux supporter ses douleurs. Donc on voit bien que la problématique du temps, c'est quelque chose de très compliqué. Mais pour les personnes avec autisme, ça dure dans le temps et c'est presque, on peut dire, un apprentissage quotidien, chaque jour, même parmi les adultes. Nous, on a notre fils a maintenant 20, il va avoir 21 ans et ça demeure encore compliqué. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a le fait que la personne, elle va avoir du mal donc à savoir exactement quelle heure il est. Alors bon, pour les grands, pour les adultes,
Nous, notre fils a eu beaucoup de mal à apprendre la lecture de l'heure et à comprendre, voilà, il est 4 heures, il est 4 heures du matin, 16 heures, avant midi, après-midi. Donc déjà, voilà, se repérer déjà. Donc pour ça, on avait utilisé beaucoup d'horloges, d'horloges avec les heures de l'après-midi et les heures du matin. Euh, et ça, c'est quelque chose, en fait, contrairement à l'apprentissage d'un enfant dit neurotypique, pour un enfant autiste, c'est bien d'avoir cette horloge cartonnée, par exemple, avec les différentes heures, constamment sous le nez, en fait, de le mettre en affichage. Alors là, c'est vrai aussi qu'il y a une autre problématique qui se pose, c'est que un jeune avec autisme, un enfant avec autisme qui va avoir plein d'affichages va s'y perdre. Donc il faut vraiment cibler l'apprentissage particulier qu'on a envie qui est le plus important sur le moment. Donc si le temps, si la lecture de l'heure est complexe, pendant une durée qui va être déterminé par lui en fait, jusqu'à ce qu'il arrive en fait à lire l'heure et à comprendre qu'il y a les heures du matin, les heures de l'après-midi. Vous pouvez envisager de lui mettre dans sa chambre ou dans les toilettes ou dans la cuisine, dans le salon, un endroit où il va passer assez souvent cette horloge avec les heures du matin et les heures de l'après-midi, et puis les minutes, et puis quotidiennement prendre un petit temps dans la vie quotidienne et dire bah tiens, là, quelle heure est-il? Bah tiens, regarde, tu vois, sur ton horloge, ça correspond à ça, donc regarde, est-ce qu'il fait plutôt jour? Est-ce qu'il fait plutôt nuit? On est plutôt dans la première moitié de la journée ou dans la première moitié ou dans la deuxième moitié de la journée. Donc vraiment l'aider pour la lecture de l'heure. Ça, c'est une possibilité. Pour la perception du passage du temps, c'est plus complexe. Et ça, c'est quelque chose qui dure vraiment. Par exemple, j'avais eu une discussion un jour sur les réseaux sociaux avec un adulte qui est lui prof de philo, il est au Québec, il s'appelle Stéphane Blackbird, il est assez actif sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire et qui a une analyse très très fine de son fonctionnement. Et du coup, un jour, j'avais abordé la question avec lui et c'est comme ça que j'ai découvert en fait que la perception du temps, c'était une problématique commune à beaucoup de personnes avec autisme. Et lui, il m'avait expliqué, pourtant c'est une personne qui a une cinquantaine d'années, hein, qu'il mesurait encore le temps en distance en fait, pour pouvoir comprendre la durée. Il faisait des parallèles avec des distances. Donc pour lui, en fait, une heure, c'était une distance, par exemple, de 2-3 km. Voilà. Donc ça vous montre bien que ce n'est pas comment dire, étonnant si vous vivez avec une personne adulte autiste et qu'elle ait cette difficulté à percevoir la durée, ça fait partie de son fonctionnement en fait. Donc du coup, il y a, ça peut donner lieu à des comportements en fait. Donc ça va pouvoir donner lieu à une sorte d'angoisse, d'anxiété. Et cette anxiété, elle va se traduire par des demandes répétées sur quelle heure est-il? Quelle heure il est? Nous, par exemple, notre fils, le soir quand il rentre, bon, il a tout son rituel, il rentre du lycée, il va faire ses devoirs, il va regarder ses mails, et une fois que tout ça est fini, il est très fatigué, donc il va s'allonger. Et là, la perception du temps disparaît, en fait. Donc il est allongé, il se repose, et pourtant il a l'horloge qui n'est pas loin, mais malgré tout, il a ce besoin de nous redemander, mais quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Parce que même en regardant l'horloge, il n'arrive pas, pour lui c'est compliqué de percevoir la durée du temps qu'il aura passé allongé, à se reposer.
Donc voilà, et vous pouvez avoir ce comportement-là, une personne qui va vous demander constamment: «Mais quelle heure est-il? Quelle heure est-il?» alors qu'il a l'heure. Ou bien il va avoir l'heure et puis il va regarder régulièrement, très souvent sa montre, parce qu'il n'a pas cette perception du temps. Donc il a ce besoin de réassurance extérieure, où il va falloir, il va demander aux autres personnes autour de lui: «Bon, il est bien telle heure, hein?» Et en même temps, il va y avoir cette difficulté qui va arriver, à savoir que, bah, parfois, on a une heure, à peu près, correcte, hein, mais on peut avoir des différences de 1 minute. Et donc ça va, créer de l'anxiété, cette distorsion entre, bah, par exemple, si lui a sa montre à, je vais dire n'importe quoi, 15h30, et que vous avez 15h32, ça va lui poser problème. Voilà. Donc ça fait partie du fonctionnement, et il faut bien comprendre, que cette, difficulté, relative au temps, et notamment à la perception de la durée, est génératrice d'anxiété. Parce qu'on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, la personne ne maîtrise pas cette durée. Donc ça génère de l'anxiété. Donc ça va avoir plusieurs, conséquences. Donc là, on vient de voir donc, les causes, et puis, les comportements que ça peut générer, et ça va avoir des conséquences dans la qualité de vie, quotidienne. Donc comme je viens de le dire, ça génère une anxiété qui va amener à une hypervigilance, donc un hyper contrôle du temps. Donc des post-it partout, de revérifier l'heure constamment. Quand le lendemain, par exemple, on doit prendre le bus à 10h, et bien la veille, la personne va devoir, va être amenée à revérifier régulièrement. Donc ça peut être, comment dire, aidé, accompagné, pour éviter cette hypervigilance. Bah voilà, revérifier en conscience, mais une fois. Une fois pour que la personne soit rassurée, parce que si on le fait, de façon, machinale, heu, la personne va être amenée à revérifier plusieurs fois parce qu'elle le fait de façon machinale, elle ne l'a pas fait en conscience. Donc, il vaut mieux le faire une fois en conscience, dire: «Bon, on arrête tout, là, on prend ce temps-là et on va vérifier ensemble. Donc demain, tu dois prendre ton bus à 10h par exemple. On sait que tu as un quart d'heure de marche par exemple, jusqu'à un quart d'heure de marche tranquille, pour arriver de la maison à ton arrêt de bus. Donc tu pars à 9h45, pas avant. Voilà. Et une fois que c'est fait en conscience, en général, la personne n'a pas besoin de revérifier parce qu'elle l'a bien intégré. Et puis, comme conséquence, donc on a noté l'anxiété, l'anxiété avec toutes les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire, bon, bah, l'hypervigilance, l'hypercontrôle, le fait de revérifier plusieurs fois pour être sûr. Donc ça peut se résorber en prenant un temps calme, en conscience, pour organiser la veille. Et puis, bah, ça peut, malgré tout ça, provoquer, la possibilité pour la personne, malgré tout, parce qu'elle est très anxieuse, le fait d'arriver bien en avance. Nous, ça arrive régulièrement à notre fils. Pourtant, il a vraiment une routine, et malgré cette routine, mais dans les périodes où il est plus anxieux, il va être capable, bien que, il sait très bien qu'il a un quart d'heure de marche, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, pour arriver jusqu'à son arrêt de bus, bah, il va partir quand même une demi-heure à l'avance, parce qu'il est anxieux. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs autour qui font qu'il est plus anxieux que d'habitude, et donc il va partir une demi-heure avant. Et bah, s'il pleut, c'est pas grave, il attendra sous la pluie. Donc ça, voilà les conséquences, au quotidien. Il peut y en avoir d'autres, hein, dans votre vécu, hein, je ne les cite pas tous, et puis parce que chaque personne est différente. Donc mais par contre, je cite ces exemples-là qui sont sortis de notre vécu, parce que, pour les personnes qui ne sont pas autistes, qui sont neurotypiques, il faut bien comprendre que ça a des conséquences dans la qualité de vie et dans le fonctionnement, quotidien des personnes avec autisme. Alors, quelles sont les solutions,
hein, parce que c'est bien joli de parler des difficultés, ce sont des vidéos de sensibilisation, mais il y a pas de problème, il y a que des solutions. Alors des solutions, avant tout, je veux dire que les solutions que moi je vais proposer, que nous on a trouvées, qu'on a mises en place, ne sont pas la panacée, hein. Chaque personne, comme je le dis, est différente, est unique, et donc c'est à force d'observation fine du quotidien de la personne qu'on va pouvoir, avec elle, trouver des solutions au quotidien. Et les solutions que je peux vous proposer, que nous on a pu mettre en place, que Hugo, notre fils, a pu mettre en place, ne fonctionnera pas forcément pour vous ou pour les personnes que vous connaissez et que vous côtoyez. Mais ça vaut le coup de les tester. Alors, la première chose, nous on a un fonctionnement assez militaire. On fonctionne beaucoup avec des tableaux, des plannings. Et là, ça rejoint la vidéo que j'ai faite sur la planification et l'initiation. Notre fils a un agenda sur lequel, un grand agenda papier. Alors ça peut être aussi un agenda sur le téléphone, hein, ça c'est en fonction des goûts de chacun. Et sur cet agenda, on essaye vraiment de réunir tout, de tout mettre, pour éviter justement qu'il y ait une multiplicité d'outils. Parce que quand il y a des personnes qui interviennent de l'extérieur, des ergothérapeutes, des psychologues, des éducateurs, si chacun commence à faire des petits livrets, le jeune ne s'en sort plus en fait. Donc c'est bien de centraliser, d'avoir... nous on a trouvé cette solution-là, on met des couleurs différentes, notre fils est assez visuel, du coup, pour chaque domaine, on va utiliser des codes couleurs. Le domaine du lycée, ou en fonction de la personne qui intervient, on met des codes couleurs et on met les heures. Voilà. Donc les déroulés sont sur l'agenda. Ça, c'est une première solution. Après, selon le VACOG, alors le VACOG, c'est un terme technique qui est beaucoup utilisé en programmation neurolinguistique et en hypnose. Le VACOG, c'est les différents canaux sensoriels. Et du coup, comme j'ai fait une vidéo aussi sur l'hypersensibilité, j'ai beaucoup utilisé ça dans la vidéo. Ce sont les 5 canaux de nos sens. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc en fonction du VACOG, le vôtre, si ça vous concerne, ou celui de la personne que vous accompagnez, vous allez utiliser différents outils. On utilise en réalité surtout le visuel, l'auditif et parfois le kinesthésique. L'olfactif et le gustatif, pour le repérage dans le temps, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on peut utiliser, si vous êtes plutôt visuel, vous allez utiliser donc des outils visuels, des pictos ou des écrits, des déroulés de séance. Le planning, typiquement, l'agenda, c'est plutôt du visuel, avec les codes couleurs. Donc là, on voit bien que nous, notre fils, il est plutôt visuel, parce que ça fonctionne plutôt bien avec lui. Mais ça peut ne pas fonctionner. Donc on peut aussi utiliser le canal auditif. Alors, soit enregistrer, hein, le déroulé, soit se mettre sur le téléphone ou avec d'autres outils, des alarmes. Voilà, là, pif, il y a une alarme qui sonne, je dois sortir pour aller prendre mon bus, par exemple. Donc voilà, on peut utiliser ces choses-là. Pour les plus petits, parce que j'en parle pas beaucoup, c'est vrai que nous, notre grand est grand maintenant, mais on a utilisé d'autres outils plutôt visuels, et ce sont des choses qui sont pas mal utilisées par les éducateurs et les enseignants dans les unités d'inclusion avec autisme. Ce sont des plannings avec des scratchs. Et alors ça, c'est très intéressant en fait. Ces plannings, moi je les trouve vraiment bien, parce que ils ont l'avantage de rendre l'enfant un peu acteur et actif. Et c'est quand même l'objectif final, c'est de permettre au petit homme, qui est d'abord un enfant, qui va devenir un adolescent et puis ensuite un adulte, de devenir de plus en plus autonome dans la gestion de ce temps qui est très complexe pour lui. Alors dans les plannings à scratch, vous avez donc
ils peuvent se présenter de façon différente. Soit vous avez le déroulé d'une journée, avec le matin et l'après-midi, et des scratchs avec les différentes activités. Et l'enfant, soit il met lui-même ses activités de scratch au fur et à mesure qu'il les fait, soit elles sont mises a priori et il les enlève au fur et à mesure qu'il les fait. Voilà, c'est au choix. Mais en tout cas, il est acteur. Et il y a là comment dire, un aspect également kinesthésique. Ça, c'est la première chose. Et puis après, quand il est plus autonome, il peut construire lui-même son planning. Et ça, c'est une grande aide dans la maîtrise du temps. Donc ça, c'est aussi un outil. Et puis au fur et à mesure, qu'il soit enfant ou qu'il soit adolescent ou adulte, l'amener à faire lui-même son planning, être de plus en plus autonome. Par exemple, s'il a un planning papier, eh bien, être à ses côtés. Et en général, c'est vrai qu'avec les personnes qui ont des troubles du spectre autistique, on est dans un fonctionnement assez routinier qui est rassurant. Il va au fur et à mesure pouvoir lui-même, puisque c'est souvent les mêmes choses qui se répètent selon les jours, écrire ou vous dire s'il a des difficultés de graphisme pour que vous écriviez, bon alors voilà, le lundi, à telle heure, j'ai ça, 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 etc. Et puis la dernière chose qui est vraiment également très très importante, c'est de l'amener à prendre des repères dans son environnement pour pouvoir se repérer dans le temps. Des repères donc visuels par rapport à la luminosité. Ça c'est quelque chose que l'orthophoniste avait beaucoup travaillé avec notre fils, notamment pour le repérage dans les saisons et savoir comment s'habiller en fonction des saisons. Par exemple l'hiver, ce n'est pas forcément le temps qui va nous aider à nous repérer, parce qu'il peut faire très beau parfois en hiver, surtout avec le changement climatique, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt la durée de la journée. Lorsque le jour se couche tôt, eh ben, on est plutôt dans la première moitié de l'année, avant les solstices, où la journée dure plus longtemps. Donc première moitié de l'année, on est plutôt dans un temps automnal, hivernal, où le jour diminue. Et dans la deuxième moitié de l'année, on est plutôt dans un jour qui augmente et où le jour se couche plus tard. Donc dans la première moitié de l'année, on va plutôt choisir des vêtements chauds, et dans la deuxième moitié de l'année, plutôt des vêtements plus légers. Et c'est la même chose dans les repérages au sein de la journée. Prendre des indices qui vont l'aider. Voilà, à tel moment de la journée, autour de moi, il se passe ça. Donc je prends des indices pour l'aider à avoir plus d'autonomie dans la perception du temps et dans le repérage du temps. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces petites remarques et ces solutions vous auront aidé. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.